En pleine guerre, les hauts commandements nazis ont conçu un plan qui semblait impossible: attaquer directement les États-Unis. Ce n'était ni de la propagande, ni une menace creuse. C'était un projet réel, conçu dans des cartes, des documents et des calculs militaires. La stratégie comprenait des sous-marins traversant l'Atlantique, des bombardiers à long rayon d'action et une attaque surprise sur des villes clés. Des ingénieurs allemands travaillaient sur des armes capables d'atteindre le continent américain. L'objectif était clair: frapper le cœur industriel et politique de la nation qui était devenu le principal ennemi du Reich. Bien que l'exécution ne soit jamais passée à la phase de préparation, les ressources et la planification révèlent jusqu'à quel point le régime était prêt à étendre la guerre au-delà de l'Europe. Jusqu'où cette invasion a-t-elle vraiment été proche? Quels obstacles ont empêché la réalisation du plan? Et que se serait-il passé si l'opération avait été possible? Le rêve impossible, Hitler face au géant américain. Pour l'hégémonie future. L'expérience personnelle de Hitler pendant la Grande Guerre avait marqué cette vision. En été 1918, lors de la seconde bataille de la Marne, il avait été en contact avec des troupes américaines. Parmi elles, il se souvenait de 2 soldats dont l'apparence correspondait à ce qu'il considérait comme l'idéal nordique. À partir de cette impression, il a construit une interprétation sur le potentiel démographique des États-Unis, convaincu que ce pays avait accueilli pendant des générations les Européens les plus déterminés, capables de quitter leur terre d'origine et de s'établir sur un nouveau continent. Dans cette logique, la population américaine était le résultat d'une sélection qui avait concentré les descendants des Européens les plus forts dans un territoire aux ressources abondantes. Cette combinaison, renforcée par la croissance économique et l'expansion territoriale, transformait les États-Unis en un réservoir de ce que Hitler appelait le sang arien. Les lois d'immigration en vigueur dans ce pays renforçaient, selon lui, cette perception. La loi de 1924 avait établi des quotas stricts qui réduisaient l'entrée de groupes provenant du sud et de l'est de l'Europe, limitant l'arrivée de Juifs, d'Italiens et de peuples slaves, tout en interdisant pratiquement l'immigration asiatique. Hitler avait loué ces mesures dans son ouvrage publié dans les années 20, les voyant comme un exemple de la manière de préserver la composition raciale d'un peuple. À cette législation s'ajoutaient les lois étatiques contre le métissage, présentes dans des endroits comme la Virginie et la Californie, qui interdisaient les mariages entre personnes de races différentes et imposaient l'enregistrement de l'appartenance raciale sur les licences de mariage. Se distinguaient également les dispositions de ségrégation en vigueur dans le sud des États-Unis, connues sous le nom de loi Jim Crow, qui maintenait séparées les communautés blanches et noires dans la vie publique. Ces pratiques avaient été étudiées en Allemagne lors de la rédaction des lois de Nuremberg en 1935. La vision de Hitler sur l'Amérique ne se limitait pas à l'identifier comme une menace future. Il considérait que ce territoire pouvait apporter des ressources humaines et matérielles à un projet mondial de réorganisation. La population d'origine européenne, l'immense espace géographique et l'existence de précédents légaux de classification raciale plaçaient les États-Unis dans une position particulière au sein de ses plans stratégiques. En public, Hitler insistait pour nier toute intention d'agression contre le continent américain. Dans des interviews accordées à des journalistes internationaux, il avait décrit comme fantaisiste l'idée de l'envahir, la comparant à une expédition vers la Lune. Cependant, cette rhétorique contrastait avec les initiatives qui se développaient déjà en Allemagne. Les ingénieurs recevaient des instructions pour concevoir des bombardiers à long terme, les chantiers navals travaillaient sur des projets de flottes océaniques et les planificateurs militaires analysaient la viabilité d'établir des bases dans l'Atlantique. La contradiction entre le discours officiel et les projets en cours reflétait un calcul stratégique. En 1941, l'Allemagne n'avait pas la capacité de faire face simultanément à l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et les États-Unis. L'effort de guerre sur le front oriental consommait la majeure partie des ressources disponibles, et un choc prématuré avec l'Amérique aurait mis en péril les objectifs immédiats en Europe. Néanmoins, la perspective à long terme restait intacte. Hitler était convaincu qu'une fois consolidée la domination sur l'Europe et l'Union soviétique vaincue, l'affrontement avec les États-Unis serait inévitable. Selon son interprétation, il ne pouvait rester que 2 modèles d'organisation mondiale, celui du Troisième Reich et celui du système américain.
L'inconvénient territorial par rapport aux États-Unis, dont l'espace dépassait largement celui de l'Allemagne, ne semblait pas insurmontable si l'Europe était unifiée sous un commandement centralisé. Avec la population combinée du continent et les ressources industrielles étendues de l'Atlantique jusqu'aux Urals, l'Allemagne croyait pouvoir atteindre la base nécessaire pour soutenir un conflit de portée mondiale. En ce sens, les États-Unis apparaissaient simultanément comme rivales et comme objectifs. Leur contrôle pourrait compléter le projet de réorganisation mondiale initié en Europe. La capacité industrielle, les ressources naturelles et la structure de la population en faisaient une pièce maîtresse dans cette conception. À mesure que la campagne à l'Est progressait, les projets destinés à préparer une future confrontation avec l'Amérique n'étaient pas abandonnés. Ils restaient actifs dans l'ombre, comme partie d'une stratégie qui ne serait révélée que si la situation en Europe atteignait la consolidation qu'Hitler espérait. Le temps montrerait si ce plan pouvait se matérialiser ou s'il resterait comme l'un des nombreux projets impossibles qui n'ont jamais dépassé les bureaux militaires. Plan Z, la flotte du Reich qui n'est jamais arrivée à la mer. En janvier 1939, Adolf Hitler approuva le programme naval le plus ambitieux que l'Allemagne eût conçu jusqu'à ce moment-là. Le plan dénommé Plan Z prévoyait la construction d'une flotte océanique destinée à défier la Royal Navy et à assurer la projection allemande dans l'Atlantique. Le but consistait à convertir la Kriegsmarine en une force équilibrée capable de soutenir des opérations loin des côtes européennes. Le grand amiral Erich Raeder, commandant en chef de la marine allemande, avait conçu le projet avec un horizon temporel d'une décennie. Les chantiers navals devaient produire des cuirassés, des porte-avions, des croiseurs de bataille, des croiseurs lourds et légers, des destroyers et une grande force sous-marine qui, ensemble, permettrait de rivaliser avec les marines britanniques et américaines vers la fin de la décennie des 40. Le fondement stratégique résidait dans le fait que l'Allemagne ne pouvait pas aspirer à la condition de puissance mondiale en se fiant uniquement à la guerre terrestre. Le contrôle des routes océaniques déterminait l'accès aux matières premières, le commerce international et la capacité d'étendre les opérations vers d'autres continents. Sans suprématie navale, toute expansion était limitée au domaine européen. Le déclenchement de la guerre en septembre 1939 a complètement modifié ces prévisions. Les campagnes immédiates sur Terre ont absorbé les ressources industrielles et matérielles nécessaires pour soutenir la production navale à grande échelle. La construction de navires de surface nécessitait des années de travail et d'énormes quantités d'acier, tout en occupant des chantiers navals indispensables à la fabrication de matériel de guerre urgent. Au début des hostilités, la Kriegsmarine disposait d'un nombre réduit d'unités modernes. Les cuirassés Scharnhorst et Gneisenau, ainsi que le croiseur de bataille Admiral Graf Spee, représentaient la partie la plus avancée de sa flotte de surface. En phase 2, la Royal Navy maintenait une supériorité écrasante en nombre et tonnage. Les navires allemands agissaient comme des assaillants isolés, sans capacité de soutenir des affrontements prolongés contre des escadres complètes. La bataille du Rio de la Plata, en décembre 1939, a mis en évidence ces limitations. L'admiral Graf Spee avait coulé plusieurs navires marchands dans l'Atlantique Sud, mais il s'est retrouvé acculé dans les eaux de l'Uruguay par des croiseurs britanniques. Son capitaine a décidé de détruire le navire pour éviter sa capture. Cette expérience a renforcé la perception que les grands navires de surface étaient trop vulnérables dans le cadre d'une guerre océanique contre une puissance navale établie. En contraste, les sous-marins offraient des avantages notables. Moins chers à produire, avec des équipages réduits et une plus grande capacité à opérer en secret, les U-boots se sont révélés efficaces pour attaquer le commerce maritime britannique. L'amiral Karl Dönitz a encouragé la tactique des meutes de loups dans laquelle plusieurs sous-marins coordonnaient des attaques successives contre les convois alliés. Le résultat fut qu'à la fin de cette première année de guerre, l'accent sur la construction navale s'est déplacé vers la production accélérée d'unités sous-marines, reléguant le plan Z à un second plan. La stratégie allemande a été redéfinie autour de deux objectifs: isoler économiquement la Grande-Bretagne par la guerre sous-marine et préparer d'éventuelles opérations dans l'hémisphère occidental. Les U-boots ont progressivement étendu leurs patrouilles vers l'Atlantique central et ont commencé à s'approcher des routes proches de l'Amérique. En parallèle, la proposition connue sous le nom de plan Icare a émergé, qui envisageait l'occupation de l'Islande comme base avancée dans l'Atlantique Nord.
Sa position géographique offrait un tremplin pour des opérations aériennes et navales de longue portée avec des distances rendant viable la projection d'attaque vers la côte est des États-Unis. Après l'occupation allemande du Danemark en avril 1940, l'Islande, encore liée à la couronne danoise, apparaissait comme un objectif atteignable. Le Haut Commandement naval a présenté des études détaillées sur les avantages stratégiques de contrôler l'île. Des aérodromes de la Luftwaffe pourraient opérer depuis son territoire et les ports serviraient de base à des sous-marins et des unités de surface. Cependant, l'exécution de l'idée a été subordonnée à la situation militaire en Europe occidentale. Au cours du printemps de 1940, toutes les ressources ont été destinées à la campagne de France. Après la capitulation française, l'attention s'est portée sur les préparatifs de l'opération Lion de mer contre la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni a réagi rapidement au risque d'une présence allemande en Islande. En juillet 1940, des forces britanniques ont occupé l'île de manière préventive, dans le but de bloquer toute tentative de la Wehrmacht de s'y installer. Les États-Unis ont soutenu la décision et en avril 1941 ont envoyé des troupes pour relever les Britanniques, des mois avant leur entrée formelle dans la guerre. La présence militaire nord-américaine a consolidé le contrôle allié de l'Atlantique Nord et a définitivement fermé la possibilité que l'Allemagne utilise l'Islande comme base pour des opérations transatlantiques. Pour Hitler, l'occupation anglo-américaine de l'île constituait une preuve que les États-Unis étaient disposés à agir en défense de leur sécurité hémisphérique même avant un conflit ouvert. L'impossibilité d'exécuter le plan Icare limitait sévèrement les options allemandes de projeter la force vers l'Amérique. Pendant ce temps, la guerre sous-marine atteignait une phase d'intensité croissante. Entre 1940 et 1941, les U-Boots coulèrent des centaines de navires marchands alliés, menaçant la survie même de la Grande-Bretagne. Cette période, connue sous le nom de l'âge d'or, permit à la Kriegsmarine d'opérer avec une relative liberté avant que les défenses anti-sous-marines ne soient renforcées. Les patrouilles commencèrent à s'étendre vers les eaux proches de la côte américaine où certains sous-marins attaquèrent des navires naviguant sans escorte. Après l'entrée des États-Unis en guerre en décembre 1941, cette offensive s'est transformée en l'opération Pockenschlag. Les U-Boots ont commencé des attaques systématiques contre la navigation commerciale sur la côte atlantique de l'Amérique du Nord et dans le golfe du Mexique. La vulnérabilité initiale du système défensif américain a été mise en évidence par des naufrages près de ses propres côtes. En contraste avec ses succès sous-marins, l'expérience des grands navires de surface fut négative. Le naufrage du cuirassé Bismarck en mai 1941, après une longue chasse dans l'Atlantique Nord, convainquit Hitler lui-même que les unités de grande taille étaient trop exposées pour opérer à distance. La perte de l'un des navires les plus modernes de la Kriegsmarine marqua la fin pratique des ambitions de construire une flotte de surface comparable aux puissances navales traditionnelles. La concentration sur la guerre sous-marine répondait à un calcul pragmatique. Chaque cuirassé nécessitait des années de travail et d'énormes ressources, tandis qu'un sous-marin pouvait être construit en moins de temps et à moindre coût, générant un impact considérable sur le trafic ennemi. Néanmoins, l'idée originale du plan Z n'a pas complètement disparu. Hitler conservait la conviction que, à une phase ultérieure du conflit, il serait nécessaire de développer une flotte océanique capable de faire face aux États-Unis. Les chantiers navals allemands ont continué à rechercher des conceptions avancées de sous-marins de grande autonomie. On projetait des unités capables d'opérer pendant de longues périodes dans des eaux lointaines sans avoir besoin de ravitaillement. Ces développements maintenèrent vive l'attente d'étendre la guerre navale vers l'hémisphère occidental, dans un futur qui dépendait de l'évolution du conflit en Europe. Les America Bombers, des ailes noires sur Manhattan. En novembre 1937, Adolf Hitler a visité l'usine de Willy Messerschmitt à Augsbourg. Au cours de la visite, l'ingénieur l'a conduit jusqu'à un hangar réservé où se trouvait la maquette d'un bombardier de dimensions inédites. L'appareil, construit en bois à des fins de présentation, était conçu comme un prototype capable de traverser l'Atlantique et d'atteindre le territoire américain. Messerschmitt a expliqué que ce design pouvait atteindre New York, larguer sa charge de bombes et revenir en Europe. Pour Hitler, qui observait le modèle avec intérêt, la distance océanique cessait d'être un obstacle impossible.
Le chef allemand manquait de connaissances techniques approfondies sur l'aéronautique, mais la vision concrète d'un avion destiné à transporter la guerre jusqu'au cœur de l'Amérique lui a généré une conviction immédiate. Cette rencontre a transformé une idée abstraite en un objectif qui semblait atteignable. La maquette a planté la graine de ce qui, des années plus tard, se consoliderait comme le programme America Bomber. En 1942, le ministère de l'Air a officialisé le projet par un appel aux principaux fabricants du Reich. Les spécifications techniques exigeaient un avion avec une autonomie suffisante pour parcourir 11 000 km, capable de transporter entre 3 et 5 tonnes de bombes et de retourner à sa base européenne après la mission. Le but stratégique était d'attaquer des objectifs symboliques aux États-Unis et de démontrer qu'aucune ville n'était hors de portée allemande. Messerschmitt a présenté le Me 264, dérivé du design qui avait impressionné Hitler. Junkers a développé le Ju 390, une version de plus grande taille du Ju 290, initialement conçu pour la reconnaissance maritime de longue portée. Focke-Wulf a présenté le FW 300, conçu par Kurt Tank comme successeur du FW 200 Condor. Daimler-Benz a élaboré des propositions expérimentales avec des moteurs de haute puissance et des fuselages innovants. Le Me 264 fut le premier à avancer vers la phase de prototype. La conception incluait un fuselage allongé avec des réservoirs de carburant de grande capacité et des ailes étendues pour assurer la sustentation lors de vols prolongés. 4 moteurs BMW fourniraient la puissance nécessaire pour un trajet transatlantique. En décembre 1942, le premier prototype vola sous le commandement de Karl Bohr. Bien que l'appareil réponde aux attentes initiales, les essais révélèrent rapidement des problèmes graves. Surchauffe des moteurs lors de vols longs, déformation structurelle des ailes en raison du poids du carburant et vibrations compromettant la sécurité. La viabilité de mener à bien des missions transocéaniques était limitée. Le Ju 390 a atteint des résultats plus encourageants. 2 prototypes ont été construits et l'un d'eux a effectué un vol en janvier 1944 qui a dépassé les 6000 km. Des rapports non confirmés circulent, affirmant qu'il s'est approché de la côte américaine avant de retourner en Europe, bien que la documentation disponible ne permet pas de le corroborer de manière définitive. Dans tous les cas, les problèmes d'autonomie persistaient. Le défi central de tous les projets était le même, la distance. Effectuer un parcours de 11 000 km nécessitait de transporter d'énormes quantités de carburant, ce qui réduisait la charge utile pour l'armement. La consommation constante des moteurs pendant plus de 12 heures diminuait la possibilité de conserver suffisamment de puissance pour le retour. Les ingénieurs ont exploré des solutions alternatives. L'une d'elles consistait à ravitailler en vol les bombardiers, une technique encore expérimentale en 1943. Les tentatives initiales ont démontré les difficultés extrêmes de coordonner 2 aéronefs à grande vitesse. Une autre option était d'utiliser des sous-marins comme station de ravitaillement dans l'Atlantique. Les U-Boots transporteraient du carburant en surface pour le transférer aux avions, mais le risque de détection et les conditions maritimes rendaient la manœuvre inviable. Des configurations connues sous le nom de Mistel ou Piggyback ont également été étudiées. Le concept envisageait qu'un avion de grande taille transporte sur son fuselage un autre chargé d'explosifs. Une fois proche de la cible, le plus petit appareil se détacherait pour attaquer directement. Dans certaines variantes, il était prévu que le pilote saute en parachute avant l'impact. Dans d'autres, la possibilité de mission suicide était envisagée, similaire à celle que le Japon mettrait en œuvre par la suite dans le Pacifique. La valeur propagandiste de ces projets était centrale. Hermann Göring insistait sur le fait que bombarder Manhattan aurait un effet psychologique dévastateur. L'image d'explosifs tombant sur les gratte-ciel de New York était conçue comme une démonstration de la capacité mondiale du Reich. Des documents internes du ministère mentionnaient même des quartiers à forte concentration juive comme cible, ce qui liait directement le projet à la politique raciale du régime. En mars 1943, le colonel Victor von Lossberg a présenté une proposition concrète. Il a proposé d'utiliser un hydravion de Blohm-Voss 222, soutenu par des sous-marins dans l'Atlantique qui fourniraient du carburant et des armes. Le plan prévoyait un trajet jusqu'à New York, l'exécution d'un bombardement et le retour avec un deuxième ravitaillement en pleine mer.
Bien qu'elle ait attiré l'attention au début, la mission a été reportée en raison des conditions météorologiques et est rapidement devenue dépassée face aux améliorations défensives américaines et au recul de la guerre sous-marine. Lorsque les discussions ont repris en 1944, la situation avait changé. Les bombardiers alliés dominaient le ciel européen, la pénurie de carburant limitait même les opérations défensives et les sous-marins ne pouvaient plus opérer près de l'Amérique. Les projets transatlantiques étaient pratiquement annulés par manque de moyens. Malgré cela, Hitler a ordonné de maintenir les conceptions les plus prometteuses comme priorité technique. Les ingénieurs ont continué à explorer des configurations avec des moteurs à réaction, dont la vitesse plus élevée et l'efficacité de consommation offraient une solution possible. Bien qu'ils ne soient jamais passés au-delà de l'étape expérimentale, ces modèles représentaient la persistance d'une ambition, démontrer que la distance océanique n'était pas une limite infranchissable pour la guerre moderne. La guerre secrète, sabotage nazi sur le sol américain. Avant l'entrée formelle des États-Unis dans la guerre, le régime nazi avait déjà commencé à établir des réseaux de soutien et de renseignement sur le territoire nord-américain. En 1936, le German American Bund a été fondé, fonctionnant comme une extension idéologique du Parti national-socialiste sur le sol américain. Avec son siège principal à New York et des délégations dans des villes comme Chicago et Milwaukee, il organisait des défilés en uniforme paramilitaire, des camps de jeunesse et des rassemblements publics. L'acte le plus notable du Bund eut lieu en février 1939 au Madison Square Garden, où près de 20 000 participants assistèrent à des discours sur une scène décorée de portraits de George Washington aux côtés de drapeaux avec des croix gammées. Bien que l'organisation se présentât comme un mouvement patriotique de préservation culturelle, le FBI avait déjà commencé à la surveiller pour des soupçons de collaboration avec des agents du Reich. L'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand, utilisait ces réseaux pour recruter des collaborateurs parmi les citoyens américains d'origine allemande. Certains étaient des immigrants naturalisés, d'autres appartenaient à des familles de deuxième ou troisième génération. Les tâches incluaient la collecte d'informations sur les industries stratégiques, les ports, les mouvements militaires et les avancées technologiques. L'activité a été détectée à plusieurs reprises. L'un des cas les plus connus fut celui du colonel Fritz Duquesne, dont le réseau d'espionnage a été démantelé après l'obtention de documents classifiés. Des enregistrements clandestins ont montré des échanges de matériel sensible et ont été utilisés pour alerter l'opinion publique. En 1942, l'Allemagne a décidé de passer de l'espionnage à l'action directe par l'opération Pastorius. Le plan consistait à infiltrer des commandos sur le territoire américain pour détruire des installations industrielles et d'infrastructures. L'opération a reçu son nom en l'honneur de Francis Daniel Pastorius, colon allemand du XVIIe siècle en Pennsylvanie. Le symbolisme cherchait à renforcer la connexion historique entre les deux pays. Le premier groupe partit du port de Lorient à bord du sous-marin U-202. 4 agents spécialement entraînés débarquèrent à l'aube du 13 juin sur une plage de Long Island, vêtus d'uniformes allemands pour invoquer la condition de prisonniers de guerre en cas de capture immédiate. Après avoir atteint la terre, ils enterrèrent des explosifs et du matériel dans le sable avant de se changer en vêtements civils. Pendant l'opération, ils furent découverts par un garde-côte, John Cullen. Le chef du groupe, George John Dash, tenta de le soudoyer pour éviter un rapport, mais le marin notifia immédiatement l'incident à ses supérieurs. En même temps, un deuxième groupe débarquait à Ponte Vedra Beach, Floride, transporté par le sous-marin U-584. Au total, 8 agents devaient coordonner des attaques contre des usines d'aluminium, des usines chimiques, des barrages hydroélectriques, des réseaux ferroviaires et aussi des cibles civiles comme la gare Grand Central de Manhattan ou le magasin Macy's. L'intention était de frapper les infrastructures critiques et les symboles de la vie urbaine américaine pour générer un fort impact psychologique. Le plan s'est effondré à cause d'une décision inattendue. Dash a voyagé à Washington et s'est présenté volontairement au bureau du FBI. Là, il a révélé l'existence complète de l'opération, détaillant nom, emplacement des explosifs et plan d'attaque. Sa motivation était d'obtenir une clémence personnelle et de possibles avantages économiques. L'information a permis au FBI d'arrêter en quelques jours le reste des saboteurs à New York et Chicago. Tout le matériel caché à Long Island et en Floride a été récupéré, y compris des explosifs,
des détonateurs et des dispositifs incendiaires fabriqués en Allemagne. Le président Franklin D. Roosevelt a ordonné que les détenus soient jugés par un tribunal militaire à Washington. Le procès s'est déroulé en secret sous des mesures de sécurité strictes. En août 1942, 6 des accusés ont été condamnés à mort et exécutés dans la prison du district de Columbia. Dash a été condamné à 30 ans et Ernest Burger à la réclusion à perpétuité, tous deux pour avoir collaboré avec les autorités. En 1948, les deux ont été libérés et expulsés vers l'Allemagne. L'affaire Pastorius a été utilisée comme une démonstration publique de la capacité des États-Unis à faire face à l'espionnage ennemi. J. Edgar Hoover a souligné le succès du FBI dans l'arrestation des saboteurs, bien qu'il ait minimisé le fait que l'opération avait été principalement neutralisée grâce à la dénonciation de Dash. La propagande officielle a transformé l'épisode en un exemple de vigilance et de détermination nationale. La perception de menace s'est étendue au-delà des États-Unis. Washington a fait pression sur les gouvernements latino-américains pour surveiller les communautés allemandes et dresser des listes de résidents soupçonnés d'entretenir des liens avec le Reich. Des milliers de personnes ont été déportées aux États-Unis et détenues dans des camps d'internement, ainsi que des citoyens américains d'origine allemande catalogués comme ennemis étrangers. On estime qu'ils étaient environ 11 000, beaucoup d'entre eux sans preuve d'activité illégale. Après Pearl Harbor, le German American Bund a été dissous et ses dirigeants arrêtés. Les archives de l'organisation ont été saisies et analysées, révélant des connexions financières et des communications directes avec Berlin. En parallèle, le FBI a élargi ses opérations de contre-espionnage, développant de nouvelles techniques d'interception de messages et des protocoles de surveillance sur les communications internationales. Le gouvernement a également lancé des campagnes de sensibilisation. Films, documentaires et affiches mettaient en garde contre la possibilité d'espions partout, favorisant l'idée d'une surveillance citoyenne permanente. La population a été encouragée à signaler les activités suspectes, générant un climat d'alerte qui s'est étendu pendant toute la durée de la guerre. Les tentatives ultérieures de l'Abwehr d'introduire des agents sur le territoire américain ont rencontré un scénario bien plus hostile. Les patrouilles côtières se sont accrues, des radars ont été déployés à des points stratégiques et les ports ont été soumis à des contrôles plus stricts. Face à ces difficultés, l'Allemagne a concentré ses efforts sur la guerre sous-marine contre le trafic maritime dans l'Atlantique, abandonnant la possibilité de répéter des opérations d'infiltration à grande échelle. Le pari des fusées, le missile qui voulait traverser l'océan. En juillet 1943, lorsque la Luftwaffe avait perdu l'initiative stratégique et que la Kriegsmarine voyait sa capacité restreinte dans l'Atlantique, Adolf Hitler reçut dans son quartier général de Wolfschanze 2 ingénieurs qui lui présentèrent une proposition technologique inédite. Werner von Braun et Walter Dornberger apportèrent une filmation montrant le lancement d'une fusée capable d'atteindre des altitudes et des vitesses jamais atteintes par un autre artefact humain. Le projectile qui apparaissait dans les images serait connu sous le nom de V2, le premier missile balistique opérationnel de l'histoire. Sa capacité à voler à vitesse supersonique et à suivre une trajectoire balistique le rendait immunisé contre les défenses antiaériennes existantes. Le concept représentait un saut technique qui altérait les règles de la guerre à distance. Impressionné par la démonstration, Hitler a écouté la proposition d'un développement plus ambitieux, une fusée intercontinentale capable d'atteindre des cibles aux États-Unis. Le projet, désigné A9-A10, consistait en un système à 2 étages avec une portée supérieure à 5000 km, suffisant pour transporter une ogive explosive de l'Europe jusqu'à la côte est de l'Amérique. Le centre de Peenemünde, sur la côte baltique, devint le pivot des expériences. Des ateliers, des laboratoires et des rampes de lancement y fonctionnaient sous de strictes mesures de sécurité. Cependant, le renseignement britannique réussit à détecter l'endroit grâce à la reconnaissance aérienne et à la collaboration de la résistance polonaise. Dans la nuit du 17 au 18 août 1943, la Royal Air Force exécuta l'opération Hydra. Près de 600 bombardiers larguèrent plus de 1700 tonnes d'explosifs sur le complexe, détruisant des installations, éliminant du personnel spécialisé et retardant les travaux de plusieurs mois. L'ampleur de l'attaque a obligé à déplacer la production vers des installations souterraines.
Heinrich Himmler a pris le contrôle du programme et a lancé le projet Zeeman, destiné à creuser des galeries dans les Alpes autrichiennes pour fabriquer des fusées sous terre. Le site choisi était Ebensee, dans la région du Salzkammergut. Des milliers de prisonniers de camps de concentration ont été envoyés pour exécuter les travaux dans des conditions extrêmes. Température proche du point de congélation, humidité élevée, ventilation insuffisante et ration minimale. Le taux de mortalité était élevé dès le début, avec des cadavres accumulés dans des fosses communes et remplacés par de nouveaux contingents amenés par train. La discipline était sous la responsabilité de Hans Kammler, officier des SS qui imposait un régime de violence systématique. Des punitions collectives étaient appliquées pour des actes supposés de sabotage ou des pauses non autorisées. Les prisonniers étaient battus, exécutés ou attaqués par des chiens dressés devant les autres détenus comme méthode d'intimidation. Pendant les mois d'activité intense, plus de 8000 travailleurs sont morts, victimes d'épuisement, de maladies, de faim, d'accidents et d'exécutions. Malgré ces conditions, les travaux ont réussi à progresser. À Ebensee, environ 7 km de tunnels ont été creusés, avec de grandes chambres destinées à l'assemblage des composants du projet de fusée A-10. Des ateliers mécaniques, des dépôts de carburant et des espaces pour des machines de précision ont également été installés. Cependant, le développement technique a commencé à être compromis par le manque de ressources énergétiques. Depuis mai 1944, l'offensive aérienne alliée s'est concentrée sur les raffineries et les usines de carburant synthétique. La production allemande de carburant liquide a chuté de plus de 90%, affectant les chars, les avions et les sous-marins. Albert Speer a informé Hitler qu'il était impossible de maintenir un programme de fusées nécessitant de grands volumes d'alcool et d'oxygène liquide. Le haut commandement a décidé de reconvertir Ebensee pour fabriquer du carburant synthétique au lieu de missiles intercontinentaux. Le projet A9-A10 a été officiellement suspendu, bien que certains ingénieurs aient poursuivi des études théoriques. Les plans conservés montrent une fusée de plus de 40 mètres, avec un premier étage qui agirait comme propulseur jetable et un second avec des ailes delta pour planer vers l'objectif. Cependant, la précision d'impact était minimale car les systèmes de guidage dépendaient de technologies encore inexistantes comme les gyroscopes avancés et la navigation inertielle fiable. L'expérience avec le 22, en revanche, a bien atteint la phase opérationnelle. Entre septembre 1944 et mars 1945, près de 3000 projectiles ont été lancés contre l'Angleterre, la Belgique et la France. Bien qu'ils aient causé des destructions considérables et un fort effet psychologique, leur impact militaire a été limité par la faible précision et le coût de production élevé. Après la guerre, les spécialistes du programme ont eu des destinations diverses. Von Braun a été transféré aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip avec plus d'une centaine de collaborateurs. D'abord intégrés à l'armée à Huntsville, Alabama, ils ont plus tard rejoint la NASA, où von Braun a été l'architecte principal du Saturn V, la fusée qui a emmené des astronautes sur la Lune. Dornberger a également émigré aux États-Unis pour travailler dans l'industrie aérospatiale. D'autres techniciens ont été capturés par les Soviétiques et transférés sur leur territoire pour renforcer le programme de missiles intercontinentaux de l'Union soviétique. Les connaissances accumulées à Peenemünde et Ebensee ont été partagées entre les puissances victorieuses, devenant la base de la future course spatiale. Fantasme suicidaire, les kamikazes du Reich. Au cours des derniers mois de 1944, la Luftwaffe traversait une crise qui avait réduit drastiquement sa capacité opérationnelle. L'industrie allemande, soumise à des bombardements constants, ne pouvait plus soutenir la production de masse d'avions de combat. La pénurie de carburant limitait même les missions défensives, obligeant à maintenir au sol une grande partie des appareils. Dans ce contexte d'épuisement matériel, des projets ont émergé, reflétant à la fois la précarité des ressources et la radicalisation des tactiques conçues pour prolonger la résistance. Kurt Tank, responsable du Focke-Wulf 190 et un des ingénieurs les plus reconnus du Reich, a commencé à collaborer avec Daimler-Benz sur des propositions de bombardiers qui ne nécessitaient pas de retour à la base. L'idée consistait en des aéronefs légers, propulsés par des moteurs à réaction,
capable de transporter des charges explosives jusqu'à des objectifs lointains comme New York. Les pilotes essaieraient de s'éjecter en parachute peu avant l'impact, éliminant ainsi la nécessité de réserver du carburant pour le retour et augmentant ainsi la capacité offensive. L'approche inversait la logique traditionnelle de l'aviation militaire où la préservation du pilote constituait un facteur essentiel. En janvier 1945, Fritz Nallinger, chef du développement de Daimler-Benz, a présenté des plans détaillés aux officiers d'Hermann Göring. Les conceptions reprenaient le principe du piggyback, déjà exploré dans le projet Mistel, où un avion de chasse était accouplé à un bombardier chargé d'explosifs. Dans cette nouvelle variante, un appareil de grande taille servirait de plateforme pour transporter un autre plus petit, qui serait libéré à proximité de l'objectif pour continuer comme projectile habité. Le contrôle humain jusqu'au moment final garantissait une plus grande précision dans l'impact. La viabilité de ces propositions s'appuyait sur la formation d'une unité spéciale appelée Selbstopfer, traduite par sacrifice volontaire. Ce groupe cherchait à recruter des pilotes prêts à effectuer des attaques sans véritable espoir de survie. Des documents allemands indiquent que des centaines de candidatures ont été reçues, principalement de jeunes aviateurs soumis à une propagande intense ou marqués par des pertes familiales dues aux bombardements alliés. La propagande interne présentait ces missions comme la plus haute expression de dévouement au Führer et à la patrie. Des messages étaient diffusés exaltant la disposition au sacrifice et cherchant à légitimer l'attaque suicide comme tactique acceptable, en s'inspirant des exemples japonais dans le Pacifique. Au printemps de 1945, avec l'armée rouge s'approchant de Berlin et les forces occidentales traversant le Rhin, quelques volontaires furent envoyés contre des objectifs immédiats. Parmi leurs missions figurait la destruction de ponts sur le fleuve Oder pour freiner l'avancée soviétique. Les résultats étaient limités. Les ponts endommagés étaient rapidement réparés par les ingénieurs ennemis, tandis que les pertes humaines parmi les pilotes étaient totales. La tactique, bien qu'implémentée à plusieurs reprises, n'a eu aucun impact stratégique et a mis en évidence le désespoir d'un commandement sans alternative viable. Pendant que ces expériences étaient menées au front, à la chancellerie du Reich persistaient les obsessions de Hitler pour des attaques de grande envergure contre les États-Unis. Selon le témoignage ultérieur d'Albert Speer, Hitler exigeait de voir à plusieurs reprises des films avec des scènes de villes incendiées, Londres sous les bombes, Varsovie en flammes, des convois explosant dans l'Atlantique. Pendant ces séances, il décrivait en détail comment il imaginait une attaque contre New York, racontant la chute des gratte-ciel enveloppés dans le feu et le reflet des flammes sur l'océan. Ces visions étaient directement liées aux projets inachevés de l'America Bomber et de la fusée intercontinentale A9A10. Bien que les deux programmes aient été annulés par manque de ressources, Hitler continuait de s'y référer comme à des armes qui, à l'avenir, changeraient le cours de la guerre. Même dans les derniers jours dans le bunker de Berlin, il parlait de moyens révolutionnaires qui modifieraient l'équilibre militaire. Les séances de projection sont devenues une routine obsessive. Speer a relaté comment Hitler trouvait une satisfaction visible dans la contemplation de la destruction urbaine, un contraste absolu avec la réalité d'un Reich en ruine sous des bombardements constants. La contradiction entre ces fantasmes de raser New York et l'incapacité de défendre Berlin reflétait la distance croissante entre aspiration et possibilités matérielles. Les projets de Daimler-Benz et Focke-Wulf pour des bombardiers suicides à longue portée n'ont jamais dépassé la phase de conception. Les bombardements alliés avaient détruit l'infrastructure nécessaire à la fabrication de moteurs à réaction puissants et les matériaux légers requis n'étaient plus disponibles. Le carburant était réservé exclusivement aux opérations défensives immédiates. En dépit de son impraticabilité, les documents conservés montrent que les ingénieurs ont développé des solutions innovantes. Ils ont proposé des fuselages aérodynamiques pour maximiser l'efficacité, des systèmes de navigation simplifiés pour les vols transocéaniques et des mécanismes de séparation pour des configurations piggyback. Ces idées ne se sont pas matérialisées dans le Reich, mais elles influenceraient des projets ultérieurs dans les puissances victorieuses. Les missions suicidaires effectivement réalisées sur le front de l'Oder ont démontré la disposition de certains pilotes à se sacrifier, mais aussi l'inefficacité de la tactique. Les pertes humaines contrastaient avec des résultats tactiques marginaux. Dans les derniers mois du conflit, les délires de projeter la destruction sur New York
coexistait avec l'incapacité de soutenir des opérations basiques en Europe, reflétant la déconnexion finale du régime entre fantasme et réalité. Cela aurait-il pu arriver? L'invasion impossible et son héritage caché. L'analyse des plans allemands pour attaquer les États-Unis révèle une distance considérable entre les ambitions stratégiques du régime et les possibilités matérielles de les mettre en œuvre. Les projets développés entre 1937 et 1945 allaient des bombardiers transatlantiques aux fusées intercontinentales, mais aucun n'a atteint un niveau de faisabilité qui permettrait des opérations efficaces contre le territoire américain. Les limitations logistiques constituaient l'obstacle fondamental. L'Allemagne manquait de la capacité navale nécessaire pour garantir des lignes de communication sûres à travers l'Atlantique. Le plan Z, conçu pour créer une flotte océanique comparable à celle britannique, avait été abandonné lorsque les hostilités ont commencé en faveur d'une stratégie sous-marine qui pouvait harceler des convois, mais ne pas soutenir des invasions ou une projection de force prolongée. Les sous-marins allemands ont démontré leur efficacité initiale contre la marine marchande alliée, mais ont également exposé les vulnérabilités des lignes d'approvisionnement allemandes. À mesure que les Alliés perfectionnaient leurs techniques de détection, systèmes d'escorte et charges sous-marines, les U-boots ont progressivement perdu leur avantage opérationnel. L'opération Pockenschlag a montré qu'il était possible de porter la guerre jusque sur les côtes américaines, mais pas de maintenir une présence offensive soutenue. Dans le domaine aérien, les prototypes de l'America Bomber ont rencontré des problèmes techniques insurmontables avec la technologie disponible. Le Me-264, le Ju-390 et d'autres conceptions n'ont jamais résolu de manière satisfaisante l'équation de base de la portée par rapport à la charge utile. Les vols de plus de 11 000 km nécessitaient des quantités de carburant qui réduisaient drastiquement l'armement transportable, tandis que les solutions proposées comme ravitaillement aérien ou soutien sous-marin présentaient des risques opérationnels excessifs. Les expériences avec des configurations piggyback et des avions suicides reflétaient le désespoir de chercher des alternatives lorsque les solutions conventionnelles avaient échoué. Bien que certains volontaires allemands aient exécuté des missions de sacrifice contre des objectifs tactiques sur le front oriental, l'extension de ces tactiques vers des cibles transocéaniques nécessitait des capacités industrielles et logistiques que l'Allemagne ne possédait plus dans les dernières années de la guerre. Le programme de fusée intercontinentale représentait l'approche la plus avancée techniquement, mais aussi la plus éloignée de la réalité opérationnelle. Le V2 a démontré que l'Allemagne pouvait développer des missiles balistiques fonctionnels, mais la conception A9-A10 exigeait une infrastructure industrielle et énergétique qui dépassait largement les ressources disponibles. La construction de tunnels comme ceux d'Ebensee a progressé à un coût humain élevé, mais n'a pas réussi à matérialiser la production en série nécessaire. L'avantage décisif des États-Unis résidait dans la combinaison de la capacité industrielle, du contrôle naval et du développement technologique. La production manufacturière américaine dépassait massivement celle de l'Allemagne. En 1944, les États-Unis fabriquèrent plus de 96 000 avions, tandis que l'Allemagne atteignit à peine 40 000, dont beaucoup furent rapidement détruits au combat. La suprématie navale alliée dans l'Atlantique ferma toute possibilité pour les unités allemandes de s'approcher des côtes américaines avec des intentions offensives durables. Le développement du projet Manhattan a introduit un facteur que l'Allemagne n'a jamais réussi à égaler. Lorsque les États-Unis ont testé avec succès la bombe atomique en juillet 1945, la distance entre les plans allemands et la capacité réelle alliée est devenue définitive, même si l'Allemagne avait réussi à développer des bombardiers intercontinentaux opérationnels. Elle manquait d'armes de destruction massive garantissant des effets stratégiques décisifs. Les destins des principaux ingénieurs impliqués dans ces projets illustrent comment les connaissances techniques développées pendant la guerre se sont dispersées parmi les puissances victorieuses. Werner von Braun a été transféré aux États-Unis avec plus de 100 collaborateurs dans le cadre de l'opération Paperclip. Initialement intégré au programme de missiles de l'armée à Huntsville, Alabama, il a ensuite dirigé le développement de la fusée Saturn V qui a transporté des astronautes américains vers la Lune en 1969. Walter Dornberger a également émigré aux États-Unis, où il a travaillé au développement de missiles intercontinentaux pour l'industrie aérospatiale.
Son expérience avec les fusées à longue portée a contribué directement aux programmes militaires américains pendant la guerre froide. D'autres spécialistes allemands ont été capturés par les forces soviétiques et transférés en Union soviétique, où ils ont participé au développement du programme spatial et de missiles de ce pays. En Allemagne de l'Ouest, des figures comme Willy Messerschmitt ont continué à travailler dans l'industrie aéronautique après des périodes d'interdiction initiale. Bien que son entreprise n'ait pas pu fabriquer d'avions pendant les premières années d'après-guerre, elle a repris la production dans les années 50 et a développé de nouveaux modèles qui incorporaient les leçons apprises pendant les projets de guerre. Kurt Tank a émigré en Argentine, où il a collaboré avec le gouvernement de Juan Domingo Perón au développement d'avions à réaction comme le Pulki 2. Fritz Nallinger est resté dans l'industrie automobile allemande et a intégré le conseil d'administration de Daimler-Benz dans la République fédérale. Son travail sur les moteurs haute puissance pendant la guerre a influencé les développements ultérieurs tant dans l'aviation que dans l'automobilisme. Il a été distingué par l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne en 1954. L'héritage le plus significatif de ces projets allemands a été leur transformation en la technologie qui a défini la confrontation entre superpuissances pendant la guerre froide. La compétition pour le contrôle de l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique a été largement alimentée par le savoir accumulé par les ingénieurs allemands pendant le Troisième Reich. Les concepts développés pour l'Amérique Racket ont fourni des bases techniques pour les missiles intercontinentaux qui porteraient ensuite des têtes nucléaires. Les plans de l'A9, A10 conservaient des similitudes conceptuelles évidentes avec les fusées intercontinentales développées dans les décennies suivantes. L'idée d'un projectile capable de traverser des océans et d'atteindre un autre continent est passée d'une aspiration allemande à devenir une réalité opérationnelle durant les années 50 et 60. Le Saturne V, avec ses 110 mètres de hauteur, peut être considéré comme un descendant direct de ces conceptions initialement conçues pour bombarder New York. Cependant, la différence fondamentale résidait dans le contexte et le but de ces développements. Tandis que les plans allemands étaient nés dans un cadre de guerre totale et d'extermination raciale, l'après-guerre les a recyclés comme des symboles de progrès technologique et d'exploration pacifique de l'espace. La même technologie qu'Hitler avait imaginée pour détruire des villes américaines s'est transformée en le véhicule qui a emmené des êtres humains sur la Lune. La transition de la guerre à l'exploration spatiale illustre comment les innovations techniques peuvent transcender leurs origines pour servir des objectifs complètement différents. Les ingénieurs qui n'avaient pas travaillé sur des projets destructeurs pendant la guerre ont appliqué leurs connaissances à des buts scientifiques et de prestige national pendant la paix. Cette transformation n'a pas éliminé les questions éthiques sur l'utilisation de la connaissance développée par le biais du travail forcé et des souffrances massives. La question de savoir si l'Allemagne aurait pu attaquer avec succès les États-Unis trouve sa réponse dans l'analyse des capacités par rapport aux aspirations. Les projets existaient sur le papier et certains ont progressé jusqu'à des prototypes fonctionnels. Mais l'écart entre la conception théorique et la mise en œuvre opérationnelle s'est avéré insurmontable compte tenu des limitations de ressources, de temps et de développement technologique disponibles pendant la guerre.
Au cours des derniers mois de 1944, la Luftwaffe traversait une crise qui avait réduit drastiquement sa capacité opérationnelle. L'industrie allemande, soumise à des bombardements constants, ne pouvait plus soutenir la production de masse d'avions de combat. La pénurie de carburant limitait même les missions défensives, obligeant à maintenir au sol une grande partie des appareils. Dans ce contexte d'épuisement matériel, des projets ont émergé, reflétant à la fois la précarité des ressources et la radicalisation des tactiques conçues pour prolonger la résistance. Kurt Tank, responsable du Focke-Wulf 190 et un des ingénieurs les plus reconnus du Reich, a commencé à collaborer avec Daimler-Benz sur des propositions de bombardiers qui ne nécessitaient pas de retour à la base. L'idée consistait en des aéronefs légers propulsés par des moteurs à réaction, capables de transporter des charges explosives jusqu'à des objectifs lointains comme New York. Les pilotes essaieraient de s'éjecter en parachute peu avant l'impact, éliminant ainsi la nécessité de réserver du carburant pour le retour et augmentant ainsi la capacité offensive. L'approche inversait la logique traditionnelle de l'aviation militaire où la préservation du pilote constituait un facteur essentiel. En janvier 1945, Fritz Nallinger, chef du développement de Daimler-Benz, a présenté des plans détaillés aux officiers d'Hermann Göring. Les conceptions reprenaient le principe du piggyback déjà exploré dans le projet Mistel, où un avion de chasse était accouplé à un bombardier chargé d'explosifs. Dans cette nouvelle variante, un appareil de grande taille servirait de plateforme pour transporter un autre plus petit qui serait libéré à proximité de l'objectif pour continuer comme projectile habité. Le contrôle humain jusqu'au moment final garantissait une plus grande précision dans l'impact. La viabilité de ces propositions s'appuyait sur la formation d'une unité spéciale appelée Selbstopfer, traduite par sacrifice volontaire. Ce groupe cherchait à recruter des pilotes prêts à effectuer des attaques sans véritable espoir de survie. Des documents allemands indiquent que des centaines de candidatures ont été reçues, principalement de jeunes aviateurs soumis à une propagande intense ou marqués par des pertes familiales dues aux bombardements alliés. La propagande interne présentait ces missions comme la plus haute expression de dévouement au Führer et à la patrie. Des messages étaient diffusés exaltant la disposition au sacrifice et cherchant à légitimer l'attaque suicide comme tactique acceptable, en s'inspirant des exemples japonais dans le Pacifique. Au printemps de 1945, avec l'armée rouge s'approchant de Berlin et les forces occidentales traversant le Rhin, quelques volontaires furent envoyés contre des objectifs immédiats. Parmi leurs missions figurait la destruction de ponts sur le fleuve Oder pour freiner l'avancée soviétique. Les résultats étaient limités. Les ponts endommagés étaient rapidement réparés par les ingénieurs ennemis, tandis que les pertes humaines parmi les pilotes étaient totales. La tactique, bien qu'implémentée à plusieurs reprises, n'a eu aucun impact stratégique et a mis en évidence le désespoir d'un commandement sans alternative viable. Pendant que ces expériences étaient menées au front, à la chancellerie du Reich persistaient les obsessions de Hitler pour des attaques de grande envergure contre les États-Unis. Selon le témoignage ultérieur d'Albert Speer, Hitler exigeait de voir à plusieurs reprises des films avec des scènes de villes incendiées. Londres sous les bombes, Varsovie en flammes, des convois explosant dans l'Atlantique. Pendant ces séances, il décrivait en détail comment il imaginait une attaque contre New York, racontant la chute des gratte-ciel enveloppés dans le feu et le reflet des flammes sur l'océan. Ces visions étaient directement liées aux projets inachevés de l'America Bomber et de la fusée intercontinentale A9-A10. Bien que les deux programmes aient été annulés par manque de ressources, Hitler continuait de s'y référer comme à des armes qui, à l'avenir, changeraient le cours de la guerre. Même dans les derniers jours dans le bunker de Berlin, il parlait de moyens révolutionnaires qui modifieraient l'équilibre militaire. Les séances de projection sont devenues une routine obsessive. Speer a relaté comment Hitler trouvait une satisfaction visible dans la contemplation de la destruction urbaine. Un contraste absolu avec la réalité d'un Reich en ruine sous des bombardements constants. La contradiction entre ces fantasmes de raser New York et l'incapacité de défendre Berlin reflétait la distance croissante entre aspiration et possibilités matérielles. Les projets de Daimler-Benz et Focke-Wulf pour des bombardiers suicides à longue portée n'ont jamais dépassé la phase de conception. Les bombardements alliés avaient détruit l'infrastructure nécessaire à la fabrication de moteurs à réaction puissants, et les matériaux légers requis n'étaient plus disponibles.
Le carburant était réservé exclusivement aux opérations défensives immédiates. En dépit de son impraticabilité, les documents conservés montrent que les ingénieurs ont développé des solutions innovantes. Ils ont proposé des fuselages aérodynamiques pour maximiser l'efficacité, des systèmes de navigation simplifiés pour les vols transocéaniques et des mécanismes de séparation pour des configurations piggyback. Ces idées ne se sont pas matérialisées dans le Reich, mais elles influenceraient des projets ultérieurs dans les puissances victorieuses. Les missions suicidaires effectivement réalisées sur le front de l'Oder ont démontré la disposition de certains pilotes à se sacrifier, mais aussi l'inefficacité de la tactique. Les pertes humaines contrastaient avec des résultats tactiques marginaux. Dans les derniers mois du conflit, les délires de projeter la destruction sur New York coexistaient avec l'incapacité de soutenir des opérations basiques en Europe, reflétant la déconnexion finale du régime entre fantasme et réalité.